C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous, Jean-Marie. Bonsoir, Roselyne. 40 000 policiers déployés ce soir en France, dont 5 000 en Île-de-France. Le gouvernement ne lésine pas sur les moyens après 2 nuits de violence et de dégradation. Après l'émotion collective qu'a suscité la mort du jeune Nahel, tué à bout portant par un policier. Et en attendant que la justice passe, l'exécutif s'emploie désormais à la fermeté. La main de l'État sera ferme, a déclaré le ministre de l'Intérieur ce matin. Attention aux mots que nous prononçons pour Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui vise la gauche radicale ou l'extrême droite qui souffle sur les braises, chacun dans son genre et pas pour le même objectif, bien sûr. En son temps, l'ancien ministre de l'Intérieur, rappelez-vous peut-être, Gérard Collomb, avait eu cette phrase avant de quitter son ministère pour évoquer la tension dans les banlieues. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Est-ce que ce jour est arrivé? Bonsoir Bruno Jeudi, vous êtes éditorialiste. Bonsoir, merci Roselyne. d'être là. Bonsoir à vous, Carole Barjon. Donc vous êtes à l'Obs. Nous aurons tout à l'heure, dans quelques instants, Véronique Reissoul qui nous parlera des réseaux sociaux et justement le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire qui a permis d'ailleurs de contredire la version initiale des policiers. Oui. Alors les ministres régaliens envoyés ce matin sur le terrain en banlieue ou dans le nord de la France se déployaient pour prévenir qu'on ne peut pas bafouer l'ordre républicain. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, après les mots d'empathie, eh bien c'est la fermeté qui primait ce matin. On l'écoute. Je dis qu'il faut évidemment éviter toute escalade. Il y a un drame. La justice fait son travail, je le disais. L'auteur du coup de feu devrait être mis en examen et je pense qu'on est très mobilisé aussi pour accompagner tous les habitants des quartiers. Vous savez qu'il y a un comité interministériel des villes que je présiderai demain. C'est l'occasion de réaffirmer aux habitants des quartiers qu'on est à leur côté face à leurs difficultés, mais il faut aussi appeler chacun à la responsabilité et en l'occurrence s'en prendre à des équipements publics comme ça s'est produit cette nuit ici à Garges, c'est inacceptable et les forces de l'ordre seront présentes et seront mobilisées pour faire face à ce genre de violence. Alors Bruno, on voit bien que l'exécutif, depuis hier, pèse ses mots, marche sur des œufs, car le policier dormira ce soir en prison, parce que la légitime défense n'a pas été retenue dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il n'était pas en danger. Mais l'exécutif ne tolérera aucune violence. Le message est clair. Sera-t-il pour autant entendu ? Oui, depuis la mort par le policier de Nahel, on voit que l'exécutif a tout de suite pesé ses mots, fait attention. Et rien que la matinée, le président de la République qui se rend à la cellule de crise à Beauvau pour la présider, entendre les préfets. Ensuite, on voit bien qu'il s'est organisé d'abord la parole au procureur de la République de Nanterre qui cherche un peu à faire baisser la tension avant la marche blanche et qui tout de suite dit que le parquet a requis les poursuites pour homicide volontaire et demandé la détention. Puis les prises de parole des ministres, de la première ministre. On fait savoir que les autres ministres pour les déplacements, c'est plus le moment parce que on va pas mobiliser les policiers pour les protéger, mais on va mobiliser les policiers. 40 000, le niveau est le double de ce qui avait été fait en 2005 après les émeutes suite à la mort des 2 adolescents à Clichy-sous-Bois, parce qu'on fait le parallèle avec les émeutes en 2005 et celle des premières d'aujourd'hui. On verra si ça dure aussi longtemps, ça avait duré 3 semaines en 2005. On verra. Mais on voit bien que le gouvernement fait attention et fait surtout une différence entre ce qu'ils disent sur la mort de Nahel, voilà, la justice passe, elle va passer, elle prend ses décisions, et puis mais elle va aller vite, il faut qu'elle aille vite. Et puis ce qui s'est passé la nuit dernière en Île-de-France et dans certaines grandes villes de province, avec des dégradations, des violences qui évidemment ne sont pas justifiables et sont condamnables parce que ça prend des proportions très importantes, ça démarre très fort, beaucoup plus fort qu'en 2005, là on peut dire, et dans un climat où il y a beaucoup plus d'armes, il y a beaucoup plus de... c'est de plus en plus violent, Voilà, c'est de plus en plus violent et donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Alors, Carole, on va vous entendre, mais Gérald Darmanin en a appelé, lui, à la responsabilité. Il visait bien sûr les oppositions à ceux qui attisent le feu. Je crois que la position du gouvernement a été à la fois
nuancée, claire et équilibrée. Et que nous attendons de tous les responsables politiques, quels qu'ils soient. Tous les responsables politiques. Parce que dans responsable politique, il y a politique, mais il y a surtout responsable. D'appeler au calme. Et il ne peut pas y avoir de conditionnel ou de 8 mai lorsqu'on attaque des écoles, lorsqu'on attaque des mairies, lorsqu'on attaque des agents du service public. Parce qu'un drame aurait pu se dérouler cette nuit. Voilà l'exploitation politique de ce drame. La gauche radicale compare la France aux États-Unis et à l'affaire George Floyd. L'extrême droite soutient la police coûte que coûte, comme la droite d'ailleurs. La mesure, le juste, le milieu, chacun semble arc-bouté sur sa démagogie en quelque sorte. Tout à fait, oui. Mais on pouvait même écrire à l'avance les réactions d'un certain nombre de responsables politiques. Je reviens d'un mot sur ce que disait Bruno tout à l'heure, sur la comparaison avec 2005. Là, ce n'est pas une comparaison parce que, en fait, les événements n'ont rien à voir. Mais la réflexion qu'on peut se faire, c'est quand même de se dire comment, 18 ans après, on en est toujours là. On en est toujours à une situation où la moindre étincelle voit se couper comme ça une fraction de la population d'une autre, alors que on pensait que les choses avaient avancé depuis ce temps-là. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire sur la ville, sur tout oui, ce mais contexte. le plan Borloo a été mis à la poubelle je ne comprends toujours pas pourquoi Macron. Emmanuel Macron a mis ce plan à la poubelle. Vraiment, c'est pour moi de l'ordre de l'incompréhensible. Mais bon, sur les réflexions, sur les réactions politiques, c'est d'une tristesse absolue parce que ça nous, à chaque fois, on a l'impression de descendre un peu plus bas. Rappelez-vous, il y a quelques jours, il y a cette horrible attaque au couteau contre des enfants. Et aussitôt, on a vu lever de bouclier à droite sur le thème, il fallait mettre ipso facto tout de suite fin au droit d'asile. Parce que c'était le droit d'asile, on exploitait ça. Là, il faut changer on exploitait ça d'une façon hallucinante. Là, vous avez ce jeune qui est tué par un policier, et vous avez à la gauche de la gauche, et notamment chez les écologistes, des gens qui vous disent « Ah ben, quand on est blanc, on échappe à la mort quand on refuse d'obtempérer, mais si on est de couleur, alors au contraire. » Je veux dire, c'est absolument, non seulement n'importe quoi, mais c'est scandaleux, et on essaye de plaquer une réalité qui est une réalité américaine à une réalité française qui, Dieu merci, n'en est pas là. Donc, je veux dire, c'est par définition aussi responsable. Et puis, par ailleurs, vous avez l'escalade aussi dans les demandes. Moi, je me souviens qu'en 2005, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, était contre l'état d'urgence décrété par Dominique de Villepin. Donc, parce qu'il considérait que Dominique de Villepin manquait de sang-froid. Mais Éric Ciotti, il manque de quoi, là? Il veut l'état d'urgence maintenant, après avoir décrété que de toute façon, il faisait confiance aux policiers, sans même savoir de quoi il s'agissait ou comment les choses s'étaient déroulées. D'autant plus qu'une partie de l'état d'urgence de 2005 a été intégrée dans la loi depuis. Donc. Absolument. Donc on se dit, mais qui sont nos politiques là? Qui sont nos représentants? Est-ce qu'ils se rendent compte du degré zéro qu'ils incarnent à ce point dans des événements où ils devraient garder leur calme, prendre de la distance, prendre du recul, et aller à la source des problèmes. Aller à la source des problèmes, parler d'apaisement et non pas de... donc c'est vraiment pour moi une triste chose que de contempler cela. Alors, juste une info, le policier qui a tiré, donc, qui est mis en examen pour homicide volontaire, donc est placé en détention provisoire. Voilà, c'est donc ça vient de tomber. C'était, on le savait, mais c'était. Voilà. Depuis la conférence de presse du procureur, on voyait bien que c'était le chemin qui se dessinait. Carole, puisque Jean-Marie nous parlait d'Éric Ciotti, je vous propose de l'écouter et après on va vous entendre. Éric Ciotti. Nous appelons non seulement au calme, mais nous appelons à l'ordre républicain, à l'ordre restauré et réaffirmé partout et en tout lieu de la République. C'est pour cela que je demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence sans délai. Voilà, comme le disait Jean-Marie, Carole, est-ce que la politique ne mérite-t-elle pas mieux que la gestion idéologique de son électorat et la seule question qui vaille n'est-elle pas de trouver des réponses mais bien pour entendu. casser
la spirale de la violence et de la cassure entre la police et les banlieues. Tout à fait. Alors juste un tout petite parenthèse là sur Éric Ciotti. Il n'est pas le seul à penser. Enfin, lui, il le demande solennellement. Mais je voyais le maire de Meudon, je crois, qui a annoncé qu'il annulait plusieurs manifestations. Enfin, il y a un certain nombre d'élus qui sont pas très tranquilles et qui disaient on va attendre cette nuit. Voilà, faut peut-être pas s'affoler et demander l'état d'urgence tout de suite, mais faut voir l'évolution dans quelques heures. Ça, c'est un premier point. Parce que l'état d'urgence peut être source de réactivation, d'énervement. Est-ce que ça met de l'huile oui, mais enfin, il y a, dans un état d'urgence, vous avez quand même un couvre-feu. Donc, du coup, les gens sortent pas le soir, en principe. Et ça peut contribuer à calmer les choses, comme ça peut continuer, effectivement. Les maires peuvent demander couvre-feu sans l'état d'urgence. Oui, c'est vrai, absolument. Sinon, sur le fond, moi je fais un petit retour d'abord sur ce qu'a dit Bruno sur... moi je trouve que Emmanuel Macron... n'a pas eu exactement... Sa formule n'était pas vraiment assez ciselée, j'ai trouvé, le premier jour quand il a répondu hier depuis Marseille. Bien entendu qu'il devait réagir et prononcer des mots de compassion à l'égard de la famille et de sympathie. Mais le mot inexcusable posait un petit problème. Bien sûr, on a tous vu la vidéo et on pense... il l'a vu lui aussi. Non, je sais bien. Donc, non, j'en sais bien, mais il est président de la République. Oui, mais... et donc... En quoi était-ce excusable parce que c'est à la justice. C'est à la justice d'en décider. C'est pas, voilà, il y a quand même une séparation. On peut juger inexcusable une mort d'homme. Mais pardon, Jean-Marie, je pense pas comme vous, voilà. Bon, je trouve moi que c'est inexcusable, qu'effectivement. Il tire à bout portant, on le voit sur cette vidéo, mais je pense que le président de la République, en tant que garant de l'autorité judiciaire, absolument, et devait se contenter de prononcer des mots de compassion le premier jour. Pour la comparaison avec les émeutes de 2005, c'est très intéressant. Parce que pendant l'année 2005, il y a eu une succession d'émeutes depuis le début de l'année. Il y a eu d'abord des choses à Vaux-en-Velin. Il y a eu, je sais plus, enfin j'avais noté, en avril à Aubervilliers. Ensuite, il y a eu la Cité des 4000 à La Courneuve, avec le fameux Sarkozy qui dit on va nettoyer cette cité au Karcher, etc. Oui. Donc, en fait, les émeutes de 2005, il y avait déjà un terreau qui était là. Pourquoi aussi il y avait tout ça? C'est les mêmes raisons qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait eu une intensification de la lutte contre le trafic de drogue. Absolument. Voilà. Absolument. Et c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, je suis entièrement d'accord, pour le coup, avec Jean-Marie. On se dit 18 ans après, c'est complètement fou. On n'a tiré aucune leçon. L'école... c'est pareil, et je dirais c'est même plutôt pire. L'école, ça a empiré à l'école. Les services publics, voilà, il y en a, on a bien vu, ne marche pas. La défiance, le rejet des institutions est arrivé à un point jamais vu. Et la formation des policiers est toujours insuffisante. Encore que là, c'était des policiers expérimentés qui, de l'avis de leurs collègues, ils sont même surpris que peut-être que l'auteur ait commis une faute de ce niveau. C'est vrai. J'ai fait j'ai rencontré beaucoup de syndicalistes policiers qui, d'habitude, quand même plutôt font corps, et là... il avait même eu, je crois, il n'y a pas d'armes dans la voiture. Une récompense l'année dernière, je suis d'accord. Mais ce que tous les spécialistes disent, c'est que la formation initiale des policiers est convenable, mais que la formation continue, c'est absolument déplorable, et il n'y a que 38%. Mais on est toujours confronté au même problème qu'évoque Carole, c'est-à-dire le couple précarisation et... En effet, quand il y a des zones où c'est particulièrement violent et particulièrement
exciter, si j'ose dire, c'est les endroits où la police fait son effort contre la drogue. Donc Exactement. il y a un problème de drogue aussi dans un certain nombre d'endroits qui est terrible, parce que ça mine vraiment le corps social complètement, d'une façon assez tragique et dramatique. Et dans ces circonstances-là, vous avez une petite partie des gens qui veulent protester sous le coup de l'émotion, mettons des jeunes, et puis vous se greffent là, à la fois des gens qui sont des professionnels de la bataille contre les forces de l'ordre, des groupes d'ultra-gauche qui veulent se saisir de l'occasion pour enfin faire la révolution, je ne sais quoi, et ainsi de suite. C'est cet agrégat après qui devient extrêmement difficile et extrêmement compliqué. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez, Carole, sur le fameux inexcusable d'Emmanuel Macron, parce que c'est intéressant. Les commentateurs politiques disent il sort finalement du en même temps. Sont en même temps. Il fait le en même temps le lendemain, c'est-à-dire que. mais vous allez voir, on va en parler, mais vous allez voir, il dit inexplicable, écoutez bien, et le inexcusable, on a l'impression qu'il est totalement écrasé, comme si ça lui coûtait de dire inexcusable. Regardez bien. Il a changé son mot. Dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, voilà Jean-Marie. Donc, c'est qu'on lui aurait reproché de ne pas être d'abord en empathie, en correspondance. On lui reproche souvent son manque d'empathie. Il est en empathie avec, je pense, l'essentiel du corps social. Et il est le chef de l'État qui est marqué, ému, bouleversé par le fait qu'on puisse mourir dans des circonstances pareilles. C'est très important d'avoir cette hiérarchie-là dans la tête. On peut de ne pas accepter qu'on meure d'un contrôle routier. Donc c'est plutôt à son actif, je trouve, de témoigner de cela. Après les petites querelles qui sont faites sur... Mais il pouvait le faire. Moi, je maintiens il l'a fait, il y avait toute la dernière partie de sa phrase, il l'a fait, il pouvait se contenter de ça. Moi, je maintiens que le inexcusable, c'est aussi aller, j'allais dire, aux limites de ce qu'il peut faire dans cet exercice-là, c'est-à-dire quand même de marquer une forme d'empathie avec la famille. Franchement, les images sont très troublantes. Avec des images qui sont évidemment accablantes. Alors après, l'enquête fera... parce qu'il y a quand même, il va y avoir une instruction, enfin tout ça va être documenté. Donc de toute façon, pour le président, c'était extrêmement compliqué. Et je trouve que le ministre de l'Intérieur, qui se trouve dans une situation forcément dans ces moments-là absolument impossible, parce que là, vous êtes pris dans les taux entre les insoumis qui surenchérissent dans quasiment les appels à l'insurrection. Enfin, il y a quand même un député, David Guiraud, qui a quand même dit on a gagné, quoi. Enfin, là, on est quand même... c'est l'irresponsabilité au maximum. Donc l'exécutif, dans ces moments-là, essaie de se frayer un chemin le plus équilibré, le plus évidemment parce qu'il n'y a pas que ça. C'est entre effectivement entre les insoumis qui instrumentalisent cette affaire au maximum, mais ils sont aussi le gouvernement, enfin Emmanuel Macron et Darmanin, et Elisabeth Borne sont aussi pris entre la révolte de ces banlieues à la suite c'est un phénomène classique voilà, qu'on connaît, hélas. Et les forces de l'ordre. Parce que les policiers ont très très mal réagi hier soir, c'est sûr. En disant que le inexcusable, ça voulait dire qu'on condamnait d'avance le policier et que ça n'était pas le rôle, même si c'est le rôle des commentateurs comme nous. Oui, mais on peut imaginer, Carole, qu'on le voyait venir, pardon de l'expression, gros comme une maison. Quand on voit les images, on voit bien. Même si on n'est pas... J'entends bien, mais chacun doit être à sa place. Pour les syndicats de police, là, on voyait bien que c'était quand même compliqué. Et que bon, voilà, il y a une erreur. Après, l'instruction fera la part des choses, mais c'est compliqué pour l'exécutif de ne pas. Je pense que là, ils sont dans la position la plus équilibrée qu'ils puissent afficher. Et surtout, il y a le danger qui a déjà commencé, d'un embrasement. Et le gouvernement Villepin-Sarkozy de 2005 avait quand même dû plus de 3 semaines d'émeutes et rebelote en 2007 avec une semaine d'émeutes après Villiers-le-Bel. Donc, et entre-temps, la situation, je le maintiens, s'est considérablement dégradée. Alors, il y a évidemment les politiques publiques qui ont été stoppées, arrêtées ou pas, l'absence d'un plan banlieue, parce que je pense que Emmanuel Macron a cru que, relançant l'emploi dans ces quartiers, ça marcherait. Il est sans doute mis en échec sur ce terrain-là. Globalement, les banlieues, personne ne s'y est
est vraiment intéressé depuis des décennies. C'est pas vrai. Non, pas, parce qu'en pas même depuis des temps, décennies. ils ont essayé de... Pardon. Ils ont fait des choses quand même. Mais après, On a déversé pas mal d'argent quand même. Oui. Non mais les associations, combien ont été dévitalisées au niveau financier, les fameux grands frères. Moi, j'en reviens au point de... Enfin, les éducateurs. C'est une autre discussion, mais mais regardez Marseille. Le président de la sujet. République vient de Marseille. Que se passe-t-il à Marseille? Vous avez pas un mort par jour, mais presque, de jeunes dealers qui sont là, qui font le guet ou ceci ou cela. Regardez comme la drogue, comme l'économie de la drogue est en train vraiment de détruire à la fois un tissu social et de détruire toute autorité, parce que le gain, l'appât du gain immédiat l'emporte. Pourquoi une telle impuissance de la l'emporte. part des politiques, Mais c'est pas une impuissance française, hein, je veux dire. Vous allez en Belgique ou en Hollande, vous avez des États qui sont menacés. Vous allez au Mexique, ou alors là, n'en parlons pas, parce que l'État mexicain n'existe plus. À Londres, c'est la même chose. C'est un problème. Donc c'est indémantelable. Ben, c'est une lutte incessante et permanente. Mais on ne peut pas non plus penser qu'on va régler ça comme ça. Mais en même temps... Et qui, du coup, génère des incidents, forcément. Et donc, dans ce genre de circonstances, c'est un prétexte, évidemment, pour un certain nombre de groupes de se précipiter, de casser, de brûler des écoles, de brûler ceci, de brûler ça. Plus ils font de dégâts, mieux ils ce faisant, d'ailleurs, ils retournent l'opinion. Parce que l'opinion elle-même pouvait être sous le choc de cette mort, et puis sous le choc des écoles qui brûlent, ou des mairies qui brûlent, etc., l'opinion peut se retourner d'une toute autre façon. Ouais. Mais pour redire un mot, pour clore le chapitre, on va dire, Macron sur Emmanuel Macron, sur son fameux... son accusation de piétiner, en quelque sorte, l'indépendance, parce que le président est garant de l'indépendance de l'institution judiciaire. Est-ce que réellement, là, est-ce que vous êtes d'accord avec Carole, ou vous considérez qu'il aurait mieux fait de se taire ? Non, moi je ne sais pas. Non, vous n'êtes pas d'accord avec Carole. Non, je pense encore une fois que le président a essayé d'aller au maximum de ce qu'il pouvait faire en empathie. Le mot est peut-être discutable. Il n'aurait rien fait du tout. Il serait resté. On lui aurait reproché. On lui aurait reproché d'une certaine manière. L'empathie, il l'a eu. Ça n'a pas empêché les incidents de la nuit dernière, et il y en aura d'autres. En tous les cas, on voit bien que le pouvoir ne veut pas être absent, que le président de la République était ce matin dans cette réunion, et et ça va être difficile, parce que là, on est quand même dans un moment où la République, dans ces cas-là, est attaquée sur ses symboles. Elle est attaquée, alors on détruit des mairies. C'est quand même en plus à chaque fois... Donc l'opinion risque de se retourner en plus. À chaque fois, c'est les classes populaires qui trinquent les premières, parce que qui va pas avoir de mairie, je ne sais plus dans quelle ville, il y a pas de tram à Clamart, il a été brûlé avec des gens qui étaient à l'intérieur. Enfin, ça aurait pu tourner au carnage. Ça aurait pu tourner au carnage. Là, on va pas avoir de transport en commun en région parisienne, en surface, de transport en commun de surface à partir de 21h toute la nuit. Il y a des gens qui vont avoir du mal pour rentrer de leur travail. Donc c'est aussi ça, ces moments-là. Ce qui est difficile, en fait, c'est d'apporter des solutions de court terme, parce qu'il y en a pas vraiment, à part genre état d'urgence ou des choses comme ça, puisque la lutte efficace contre le trafic de drogue, ça prendra énormément de temps, si jamais un jour on arrive à en venir à bout. Il y a une autre question qui est posée par cette affaire, c'est la loi de 2017 qui a en fait réformé un peu la notion de légitime défense, et qui est très contestée, alors pas seulement d'ailleurs par les partis de gauche et les insoumis qui s'en donnent à cœur joie là-dessus, bien sûr, pour attaquer François Hollande et Bernard Cazeneuve, puisque cette loi a été... Mais pourquoi on a fait cette loi ? Il faut quand même le savoir au départ. On a fait cette loi parce qu'il y a eu Viry-Châtillon. Il y a eu Viry-Châtillon, et on a mis à égalité les policiers et les gendarmes. C'est ça. Et c'était une demande... Non, mais j'entends bien. C'est bien d'expliquer. Je sais bien qu'à l'origine de cette loi, il y avait eu une attaque au cocktail Molotov, d'ailleurs. Les insoumis, évidemment, veulent arrêter ça tout de suite. Mais... il y a quand même pas mal de juristes et d'experts qui estiment que ça a ajouté un peu de confusion quand même juridique, qu'il y a une espèce de flou juridique, que au fond la notion de légitime défense,
qui existait dans la loi se suffisait à Je elle-même. pense que là, c'est vraiment, alors pour le coup, une récupération, une instrumentalisation comme on voudra, de façon à cibler une partie de la gauche, de la part de l'ultra-gauche. Il n'y a pas que cela. Non, mais si vous regardez la réalité, très vite, le procureur a dit quoi ? Il a dit les conditions de l'ouverture du feu n'étaient pas réunies. Donc il n'y a pas de problème de flou dans la loi ou quoi que ce soit. C'était évident, vous voyez. Donc d'aller incriminer la loi, d'aller incriminer la loi, alors que les faits là parlent d'eux-mêmes, d'après le procureur de la République, je pense que c'est vraiment une mauvaise querelle. Non, moi je pense qu'il y a une vraie question, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des 13 personnes tuées en 2022 pour refus d'obtempérer. Sur les 13 il y a personnes tuées, Carole, c'est intéressant de citer ce chiffre. 13 personnes, c'est considérable. Mais sauf que c'est pas 13 personnes qui refusent d'obtempérer et puis c'est tout. Non, c'est dans ces 13 personnes, il y en a 3 ou 4 qui sont l'objet d'enquête, d'un suivi d'enquête. Les autres, c'est des événements qui sont, j'allais dire, incritiquables par le... Vous voyez, parce que la police était dans son droit, parce qu'elle était soit en situation de légitime défense, soit elle était en danger, ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire 13 comme ça. La légitime défense, c'est plus compliqué que cela. Déjà dans la loi, pour les policiers, et elle était... ça fonctionnait quand même pas mal. Je veux dire... Non, moi je pense qu'ils ont tiré à l'époque, parce que là évidemment pour Mélenchon et ses amis, la cible est toute trouvée, c'est Hollande, mais il faut regarder l'origine de ce texte aussi, c'est mettre au même niveau les gendarmes et les policiers, pour que les policiers à l'époque, c'était aussi une de leurs demandes, ils se retrouvaient parfois acculés dans des situations où ils pouvaient pas, je suis d'accord. Mais dans ce cas, pas se défendre, donc il y a aussi ça. Après que peut-être que si ils ont toujours eu droit à la légitime défense. Je vais vous dire un truc, Carole, on va se retrouver. Peut-être, moi je pense que c'est pas le texte qui pose problème, c'est peut-être l'interprétation qui peut être faite du texte. C'est peut-être ça. Mais je pense que sur le fond, le texte, à mon avis, il relevait de quelque chose qui me paraissait aller dans le bon sens. Ce que je pense, c'est que à la limite, peut-être Bernard Cazeneuve aurait-il dû, dans ce cas-là, faire voter ce texte, mais en l'accompagnant immédiatement d'une formation plus poussée, parce que il y a quand même beaucoup de Français qui se disent... c'est la même question pour l'usage des LBD. Les militaires, en leur rappelant peut-être un peu mieux la maîtrise de soi. Je veux dire un mot de la France Insoumise et du Rassemblement National, qui surfe évidemment à chaque fois qu'il y a un drame. Donc évidemment, Jean-Luc Mélenchon ressort la police tue, et là, on ne peut pas lui donner tort, dans ce cas. Un policier. Dans ce cas, bien évidemment. Marine Le Pen, elle, qui a mis du temps à réagir, qui a pris son temps, mais qui finalement dit moi je soutiens en gros les policiers. Donc personne ne fait vraiment dans la dentelle. Oui. C'est le propre des extrêmes, non? On va dire ça comme ça. Bon, oui, mais je le maintiens. Bah oui, c'est vrai. Non, j'entends bien. Mais là, on a vraiment la caricature de ce qu'est le débat ce que dit Jean-Marc, on aurait pu avoir le texte avant. En France, on a d'un côté Jean-Luc Mélenchon, là, il a vraiment battu tous les records, là. La peine de mort, la police tue. Il se dit j'ai raison. Mais non, il raconte encore une histoire. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, elle fait pas de discernement. Oui, on est dans la caricature du débat politique en 2023 en France, et c'est bien triste. C'est pour ça que c'est Jean-Marie qui me dira le contraire. Ça nous instruit sur ce que seraient les extrêmes si les extrêmes étaient au pouvoir. Donc c'est une bonne raison de bien réfléchir à ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Oui, mais vous-même, vous dites, vous citez par exemple souvent l'exemple de Giorgia Meloni, qui a fait sa campagne à l'extrême droite et qui, là... voit bien que elle est obligée de se recentrer un peu, tout comme en son temps Tsipras en Grèce, qui voulait renverser la table et qui finalement rentrait dans le rang européen. Donc il y a toujours vous avez raison, mais on raconte des carabistouilles pour se faire élire, et puis après on rentre dans le rang. Il vaut mieux pas tenter le diable. Voilà. Je pense que c'est plus sage. On va passer à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoul, qui va nous éclairer d'ailleurs sur, puisqu'on l'a vu, le rôle des réseaux sociaux a été extrêmement important dans l'affaire Nahel, et a permis justement de contrecarrer la version initiale des policiers qui disaient qu'ils les avaient tirés parce qu'ils étaient en danger. Véronique Reissoul, ta politique sur les réseaux, à tout de suite. Il n'y a pas de générique.
Bonjour, ma chère Véronique. Bonjour. Alors justement, je le disais, dans l'affaire Naël, le rôle des réseaux sociaux a été déterminant en vérité. A été déterminant, c'est celui qui explique pourquoi tout s'enflamme et pourquoi tout continue. Alors pour commencer, pour vous donner une idée de l'ampleur de ce dont on est en train de parler, je vous ai mesuré le nombre de messages. Eh bien, pour vous donner une idée, vous allez voir 1 800 000 messages. Et en soi, vous allez me dire, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? 1 800 000 messages sur 24 heures. Pour vous donner une idée, c'est 5,3 fois plus que pour l'attaque d'Annecy, 32 fois plus que pour l'explosion de la rue Saint-Jacques. Donc ça vous donne une idée des volumes. Donc ça s'est enflammé. Après, la question, c'est que ça s'est enflammé, mais comment ça s'est enflammé? Est-ce que ça a clivé ou pas? Donc je vous ai fait une petite courbe qui va parler d'elle-même. Vous avez donc en rose ou orange, je ne sais pas comment vous le voyez, c'est les opposants aux forces de l'ordre. En bleu, ce sont les gens qui soutiennent, donc nul besoin de vous faire un long schéma. Vous voyez aussi qu'il y a un pic très important dans les premières heures avec 104 messages par minute qui étaient en train de s'exprimer de personnes qui étaient contre la police. Et là, quand on regarde avant la marche, on reviendra, mais avant la marche, on était beaucoup plus bas, mais toujours 5 messages par minute pour les soutiens aux forces de police et 15 messages par minute pour les opposants aux forces de police. Alors vous allez me dire pourquoi aussi ça a pris tant d'importance, ce sujet, eh bien pour la vidéo dont vous avez parlé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la police est toujours aujourd'hui accusée de mensonge. Le premier réflexe dès qu'il y a un incident, c'est d'aller regarder s'il y a des images. Donc c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Et c'est particulièrement vrai depuis l'affaire Zecler et depuis l'affaire Chouviat. L'affaire Zecler, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce monsieur... je sais qu'il y avait la deuxième personne. Ah bah c'est dans le 17e. Ouais, voilà. C'était un livreur, c'est ça? Non, ça c'est Chouviat. Monsieur Chouviat, c'est un livreur qui... Et monsieur Zecler, en fait, c'était un manager d'un studio d'enregistrement qui avait été tabassé, et c'est les images qui ont permis de donner sa version, mais non seulement de donner sa version, c'est un message que je vous ai repris qui était assez partagé cet après-midi pour monsieur Zecler. Il avait parlé d'agression inacceptable après la mort de monsieur Chouviat, de comportement pas acceptable, mais 2 à 3 ans après les faits, toujours pas de procès. Dans des cas non médiatisés, c'est pire. Comment croire à la justice pour les violences policières? En fait, c'est toujours ce rappel avec l'affaire Zecler, parce qu'effectivement, sans la vidéo, il ne se serait rien passé, on n'aurait pas cru sa version. Ouais. Donc ça avait été extrêmement utile. Donc pour autant, les vidéos, dans certains cas. Et effectivement. Benjamin Griveaux ne peut pas dire la même chose, pardon. Mais là, c'est surtout... Le procès a lieu en ce moment. Voilà. Mais c'est le premier réflexe, du coup, dès qu'il y a un incident, les uns et les autres vont voir s'il y a des vidéos, si ça a été filmé, s'ils peuvent avoir des informations complémentaires. Les vidéos, elles ont aussi énormément servi cette nuit. Je vous passe les messages qu'il y a sur les messageries cryptées ou sur des réseaux plus fermés pour s'organiser, mais aussi pour partager des images. On avait cette nuit des gens qui filmaient, qui faisaient des compilations des incivilités et de l'ensemble des émeutes. Et donc c'est une façon aussi pour les uns et les autres de participer. Donc ça participe grandement au sujet des réactions. Je vous ai aussi fait une petite compilation des personnalités qui se sont exprimées là aussi sur les réseaux sociaux et qui ont recréé de l'engagement. Alors c'est en minuscule, donc voilà, mais c'est en gros les personnalités non politiques. Vous avez monsieur Mbappé, bien sûr, avec plus de 23 millions, près de 24 millions de reprises. Vous avez monsieur, alors moi aussi c'est écrit en tout petit, un autre footballeur qui est monsieur Condé, et lui c'était plus de 12 millions de reprises. Vous avez Omar Sy avec 5 millions de reprises, et ainsi de suite. Et donc ça participe là encore sur les réseaux sociaux de la discussion et des engagements. Alors après, il est souvent l'habitude de se dire, mais sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut deviner si ça va continuer? Et dans ces cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les hashtags qui sont utilisés. Et un des hashtags qui était le plus utilisé hier, il y avait une espèce de course entre marche pour la marche blanche et marche pour la révolte. Et donc on a regardé, et depuis ce matin, comme il y avait beaucoup de médias, de politiques, en tout cas pas tous, mais beaucoup, et beaucoup de personnalités qui utilisaient le mot marche blanche, on voit, c'est le mot marche blanche qui commençait à gagner, donc c'était plutôt rassurant. Sauf que, et donc d'aucuns ont essayé d'engager les uns et les autres en disant c'est bien marche blanche et pas une marche de la révolte qui doit fonctionner, et donc on pouvait se dire que ça allait être calme. Sauf que ce soir, j'ai
une nouvelle à vous annoncer, qui est que ce marche de la révolte est remplacé par Justice pour Naël, et que Justice pour Naël est aujourd'hui un des hashtags qui monte et qui n'augure rien de bon pour ce soir. Juste un mot, Bruno, est-ce que vous pensez que ce soit... Enfin, vous n'êtes pas devin, mais est-ce que vous pensez que c'est plutôt l'heure est plutôt à l'apaisement ou au contraire à l'envenimement de Malheureusement, je ne le crois pas. D'abord, il y a la marche, donc ça crée un climat. Il y a ensuite une partie du personnel politique qui n'appelle pas au calme par leurs tweets, par leurs réactions, par le fait que certains entretiennent l'idée que c'est une marche de la révolte et pas une marche blanche. Enfin voilà, les mots ont un sens et forcément ont des conséquences. Maintenant, si on fait quand même la colonne des plus et des moins, le pouvoir prend les choses de manière extrêmement sérieuse. 40 000 forces de l'ordre déployées, dont 5 000 sur la région parisienne, c'est colossal. C'était 9 000 la nuit dernière. Donc voilà, espérons que... Mais le passé nous instruit que ça dure quand même quelques jours en général et que c'est très très difficile. Et je crois que ça passera beaucoup par le contact. Est-ce que l'exécutif, d'une manière ou d'une autre, arrivera à établir le contact avec les avocats de la maire et peut-être la maire directe, de façon à ce qu'à un moment ou à un autre, il y ait un contact qui soit établi. Dans ces cas-là, vous savez, ça se finit souvent, on l'a vu parfois dans le passé, par un contact peut-être directement avec le président de la République, on ne sait pas. Mais il va falloir, d'une manière ou d'une autre, de trouver des voies d'apaisement, y compris auprès de la famille. Ce qui est clair, c'est que Justice pour Naël est tellement en train de monter là que... Et vous aurez remarqué qu'on ne parle plus d'émeutes. Enfin, le vocable utilisé, c'est plus émeute, c'est révolte. Alors, au risque de vous contredire, Roselyne, ce qui n'est pas bien du tout, mais allez-y. Était un des termes les plus utilisés cet après-midi sur les réseaux. Révolte ? Émeute. Ah, d'accord. Non, parce que souvent, avec des éléments de langage, certains viennent. En fait, avec les éléments de langage, c'est une révolte. Mais les éléments de langage, ils ont été plutôt positifs cette fois-ci, enfin, l'incidence, puisque c'était le mot marche blanche qui commençait à prendre, alors que ce n'était pas le cas. En revanche, émeute est ressorti, souvent pour critiquer ce qui s'est passé. Mais, donc, il est pas mal repris. Mais en fait, le mot justice est en train de rentrer au milieu. Et donc, vous avez des gens qui expliquent que c'est des émeutes pour la justice. Donc, en fait, c'est pour ça que ce soir, c'est un peu compliqué, parce que quand vous réclamez de la justice, c'est compliqué et au-delà des contacts avec la maire, il y a une réalité d'une demande de quelque chose de très concret, très rapide pour montrer qu'il y a eu justice. Alors, on va prendre un peu de légèreté. Oui, on va essayer. Voilà. Donc, sur le web, un changement d'affiche qui ne passe pas inaperçu. Vous allez non. Alors, la mairie de Dieppe se serait bien passée de cette petite polémique. Vous avez l'affiche avant, l'affiche après. Alors, vous allez me dire Festival de la BD. Donc, il y a une photo avec une jeune femme et une photo avec des livres. En fait, les livres sont en train de cacher ce décolleté que je ne saurais voir. Évidemment, les internautes l'ont tout de suite vu. Tout le monde s'est emballé. Alors, on a eu plein de parodies. Alors, on a un florilège. On a la version, alors carrément plus rien du tout pour cette jeune femme. La version du début, la version avec quelques livres et la version avec beaucoup de livres. Le dessinateur qui a fait cette affiche, qui s'appelle Jim, qui est invité à l'honneur cette année, a dit qu'il préférait plutôt la version où on la voit carrément plus sous les livres. Donc cette version-ci, qui va être montée dans quelques instants. Voilà. Et il a expliqué que finalement, il a même sur Facebook posté un message en disant « Amis organisateurs de Festival BD, vous souhaitez une belle visibilité, faire le buzz et mettre en avant votre belle région dans les médias, un professionnel à votre écoute, engagez-moi pour faire l'affiche avec un petit clin d'œil, donc une façon plutôt sympathique. Et quand on regarde, eh bien, figurez-vous que les temps ont changé parce que, regardez cette magnifique affiche, le même dessinateur, le même sujet, festival de BD. C'était donc en 2015. Ouais. Voilà, c'était autre chose. Alors on peut se dire, mais alors est-ce qu'on est devenu puribond ? Je vous donne quand même oui, on voit pas très bien, mais elle est une explication. Vous voyez la braderie du Pollet avec une dame qui est prise à l'envers, enfin qui est portée de façon un peu sexiste pour expliquer que vite, faut qu'elle s'en aille parce que cette pauvre dame, elle va dépenser beaucoup trop d'argent. Eh bien, c'est là encore la mairie de Dieppe et en fait, ça a été extrêmement critiqué. C'était au mois de mai et donc je pense que ça explique pourquoi ils ont été si pudibonds, sachant qu'ils ont été très attaqués avec cette image qui ravale la femme au rang d'objet et qui est portée comme un paquet et qui insinue que nous sommes dépensières des clichés, on la vie dure. Merci ma chère Véronique, merci d'avoir été là avec nous et un grand merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite, merci.
On se retrouve dans le débat tous les soirs avec mes invités du lundi au jeudi. C'est sur France 24. On pose des lignes rouges implicites. Je parle russe, moi aussi. Quoi, je suis russe? Non. Bien sûr que c'est un échec. Est-ce que l'humanité, le monde, manque en ce moment de blé? C'est la question fondamentale. Il ne faut pas qu'on se dise Tchaïkovski et Poutine, c'est la même chose. Le débat, présenté par Stéphanie Antoine, à voir sur France 24 et sur France24.com.